Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Comme vous l'avez entendu, malheureusement, je n'ai pas pu me déplacer pour me rendre chez vous à mon grand désarroi. J'avais déjà pris un engagement qui m'amenait aux États-Unis. Très franchement, par les temps qui courent, j'aurais préféré être avec vous. Alors, j'ai donc enregistré cette vidéo à l'invitation de Pierre Blaise et puis j'espère que tout ceci sera à votre satisfaction. Je comprends que vous vous réunissez aujourd'hui. Vous êtes assez nombreux dans la salle, donc je ne sais pas s'il y a silence en ce moment, mais enfin, en passant, je parle en français. Donc, ceux qui m'ont pas encore compris, sachez que c'est le français du Québec. C'est le français que vous aviez il y a à peu près 253 ans. Vous nous avez laissé progresser avec ça. Et ça donne cette tonalité. Donc, j'espère qu'elle vous rejoint bien puis que vous me comprenez. Je salue donc toute l'équipe qui est là. Je remercie aussi Madame Ramon qui va pouvoir continuer la présentation sur l'évolution du système de santé, sur quelques caractéristiques particulières là, au Québec et services sociaux également, et qui pourra faire la discussion avec vous en espérant que tout ceci soit à sa convenance également. Je suis très content, très honoré de me retrouver avec vous pour aborder cette question des acteurs et la coordination ou la mobilisation des acteurs à l'échelle d'une région, des territoires, dans votre contexte, une région si importante et beaucoup plus populeuse que ce que nous sommes habitués de voir sur la scène québécoise ou canadienne. Je reviendrai là-dessus dans quelques instants. Je voudrais d'entrée de jeu, là, si jamais il y en a qui doivent quitter la salle puis qui sont fatigués de m'entendre, vous dire peut-être 3, 4 messages clés au point de départ sur lesquels je vais revenir un peu mieux et un peu plus, bien sûr. Le premier, c'est de vous dire que les problèmes que vous vivez du côté de la France, on les vit également ailleurs dans le monde, ça va de soi, mais on les vit également au Québec. On n'est pas organisé de la même chose, de la même manière plutôt, j'en parle en quelques instants, mais somme toute, les problèmes d'intégration, les problèmes de donner du sens à la gestion de changement, à faire en sorte que les trajectoires de services soient facilitées et que tous les acteurs sur une échelle territoriale ou même régionale puissent converger ensemble, sont des difficultés qui ne sont pas uniques à la France. On retrouve ça ailleurs, on retrouve ça au Québec, on retrouve ça au Canada. Et on a fait des choses chez nous pour faciliter l'intégration des services. C'est pas nécessaire de les copier, mais chose certaine, il y a quelque chose qui est partageable. Le deuxième élément, c'est que la régionalisation, ce que vous avez vécu depuis la préfiguration de septembre 2009 et puis l'installation des ARS au mois d'avril 2010, si je me souviens bien, c'est ça. Donc, ça a presque 7 ans d'histoire. La régionalisation, nous, l'expérience qu'on en a à l'échelle canadienne et québécoise, c'est que c'est un levier important qui ne conditionne pas tout, mais c'est un levier important qu'on peut exploiter pour des gains d'amélioration de la performance du système de santé et de l'amélioration de la santé et de la satisfaction des populations. Alors, on peut le voir sur une échelle régionale. Vous avez une très grosse région avec 5 départements, plusieurs communes, plusieurs territoires, bien sûr. Mais au-delà de ça, il y a moyen de miser sur une amélioration systématique et systémique qui devrait, j'imagine, vous satisfaire. L'autre élément, c'est que là, le petit bout que je viens de faire, là, c'est pas très clair, mais je vais juste reprendre en vous disant que l'autre élément, c'est que lorsqu'on a cherché à construire des, euh, des paramètres entourant la régionalisation, on a mis de l'avant un concept qui vous est propre également, ou qu'on retrouve partout à peu près, mais on n'a pas voulu l'exagérer, c'est celui de la responsabilité de population. C'est de faire en sorte que les instances qui sont d'autorité régionale ou même territoriale, dans notre cas, on avait territorialisé, qui est une échelle plus petite que les régions, on l'a fait sur une base d'une responsabilité de population. Cette responsabilité de population conférait à une institution la responsabilité de voir à améliorer l'état de santé de la population. Donc, pas juste offrir des services, mais miser sur une progression d'état de santé de la population et ce faisant, de permettre, bien sûr, en même temps, d'une amélioration de services. Donc, être en mesure d'offrir le plus de services possible dans un processus dans des processus de continuum de services. Donc, faciliter l'accès aux services et une continuité de service, une trajectoire de soins, plutôt que de terminer sur un service de première ligne puis de pas savoir où aller. Ensuite, on s'en va vers l'hospitalisation ou le médico-social. Donc, essayer
d'avoir des parcours ou des trajectoires intégrées et enfin de s'assurer de bien prendre en charge les populations qui avaient besoin d'être prises en charge sous différents volets, donc les accompagner dans leur propre situation, que ce soit l'aide au logement, l'aide financière, l'aide à domicile, dans des parcours de soins, oui, mais de façon générale aussi, prendre en charge des populations plus vulnérables, qu'ils soient des enfants ou des personnes âgées, à travers ce système-là, mais aussi de sentir qu'ils sont accompagnés par les différents intervenants. L'autre élément, sans doute que vous l'aurez entendu, c'est que la modernité de l'évolution des systèmes de santé américains et dans le monde fait souvent référence au Triple Aim, donc les trois grands objectifs qu'on doit cibler dans l'évolution des systèmes de santé. Et c'est beaucoup l'équipe de l'IHI avec Don Berwick aux États-Unis qui ont moussé le concept, mais qui a été repris partout. C'est d'essayer d'atteindre 3 objectifs en même temps. Le premier, c'est l'amélioration de l'état de santé d'une population. Le deuxième, c'est améliorer l'expérience de soins, donc l'expérience de service, qu'il soit au niveau d'une première ligne jusqu'à des services spécialisés. Et c'est dans cette expérience, c'est une satisfaction des résultats de santé et bien sûr une façon de faire qui est plus moderne, qui utilise tous les outils de la mobilisation des individus et de leurs proches. Et le troisième, c'est de faire en sorte d'utiliser le plus optimalement possible les ressources, donc un usage efficient des ressources du système pour gagner en valeur, que ce soit sur le plan de l'expérience de soins, mais aussi l'utilisation des ressources pour qu'il y ait une valeur réelle ajoutée à tous les services que nous offrons, d'être en mesure de la calculer et de la confronter aussi à des expériences externes et de gagner en efficience de façon générale, comme vous le faites avec plusieurs de vos institutions en France, bien entendu. Alors, ces quelques éléments étant dit, je voudrais revenir d'une façon plus ciblée sur quelques notions qui nous rejoignent ou qui nous différencient entre la France et le Québec ou même le Canada, et je passe donc de ce côté. Alors, la différence entre le Canada et la France, il y en a beaucoup, c'est sûr, mais la France, c'est très, très, très beau. Vous avez un pays magnifique. Vous avez un pays, surtout, qui est 2 fois plus populeux que le Canada. Vous êtes à 66 millions à peu près. Le Canada oscille autour de 34-35 millions d'habitants. Mais la grosse différence, c'est que le Canada, c'est une fédération. C'est une fédération qui a été construite il y a 150 ans, cette année d'ailleurs, avec 10 provinces et 3 grands territoires. Et que dans la Constitution d'origine là, du Canada, qui est toujours la même, les responsabilités autour de la santé, comme de l'éducation et quelques autres éléments, ont été dévolues aux provinces. De sorte qu'au Canada, nous n'avons pas un système de santé comme celui de la France, unique. Nous avons des paramètres qui font en sorte qu'on se ressemble beaucoup, mais ce sont des organisations de systèmes qui sont différentes d'une province à l'autre, et même d'un territoire à l'autre, parce que justement, l'évolution aura permis cette différenciation-là, de sorte qu'au Canada, on dit souvent que nous n'avons pas un système de santé, mais 13 systèmes de santé relativement distincts. Toutefois, il y a de cela une 50aine d'années, à toute fin utile, il y avait eu une grande commission d'enquête au Canada sur l'enjeu de la santé, et le gouvernement canadien avait décidé de se doter d'une loi pour lui permettre de financer une partie des services offerts dans chacune des provinces, de financer une partie des systèmes de santé et de services sociaux, mais on parlait de systèmes de santé, de chacune des provinces. Ce qui me permet donc de vous dire qu'au Canada, il y a une loi canadienne qui vise une universalité pour tous les systèmes de santé, pour que le gouvernement fédéral donne de l'argent aux provinces pour soutenir le système. Il veut que ça respecte quelques conditions. Universelle dans le sens que tous les citoyens y ont accès. Une accessibilité qui fait en sorte que nous n'avons aucune barrière financière. Au moment où on se parle, là, il y avait quelques frais modérateurs, mais pour l'instant, là, en ce moment, il n'y a plus de barrière du tout. Donc, il n'y a pas de ticket modérateur. Quand j'ai dit frais de modérateur, je voulais dire frais accessoires, excusez-moi, pour quelques consultations dans le système parallèle, de sorte qu'il n'y a pas de ticket modérateur, il n'y a pas de frais à payer aux médecins, à moins qu'ils soient dans le secteur privé, ce qui est très rare, parce qu'il n'y a pas de système privé. Au Québec, comme au Canada, il n'y a pas
de système privé. Et les médecins qui exercent au Québec, s'ils veulent exercer dans une médecine entièrement privée, qui est financée à même les citoyens, ils doivent choisir s'ils font partie du système public ou du système entièrement privé. Ils ne peuvent pas faire les deux, comme on trouve dans plusieurs autres juridictions, notamment en France, d'ailleurs. Alors, ceci étant bien placé, l'autre chose, c'est qu'il y a d'autres critères, dont l'intégralité, qui fait en sorte que tout ce qui est médicalement requis doit être soutenu. De sorte que un citoyen québécois ne paie pas pour obtenir des services à l'hôpital ou dans ce que nous appelons, nous, nos cliniques médicales. Ce ne sont pas des cliniques comme ce que vous avez avec une capacité d'hospitalisation puis de chirurgie, là. On parle tout simplement d'un regroupement de médecins avec du support secrétarial et professionnel qui accueillent des patients. Tout ça est payé par l'État. Et l'autre différence, c'est que nous sommes un système qui est plus beveridgien, donc qui ressemble à ce que vous aimez beaucoup, là, les systèmes du UK, mais qui est donc pas fondé sur des caisses comme ce que vous avez chez vous. Donc, pour nous, le financement ne vient pas par des caisses qui se retrouvent dans plusieurs secteurs, là, comme chez vous, mais plutôt par une mobilisation des crédits collectifs via les taxes et les impôts. Alors, somme toute, pas de système privé, aucune circulation d'argent, une couverture moins large toutefois que ce qu'on retrouve en France, même si tout semble gratuit, ou plutôt payé par l'État, mais à travers les taxes et les impôts. Notre couverture est un peu moins large que ce qu'on retrouve en France. Notamment, on couvre peu les systèmes, les services optométristes. On ne couvre pas les systèmes d'odontologie à part pour les personnes qui sont les personnes âgées et les personnes en besoin financier et les jeunes enfants. Donc, il n'y a pas une couverture aussi large que les vôtres et je ne veux pas inciter trop là-dessus puisque ce ne serait que d'étendre sur quelque chose que vous n'avez pas besoin de complètement savoir ce matin. La touche que je voudrais toutefois sur laquelle je voudrais insister, c'est qu'au Québec, nous vieillissons plus vite que vous en France. Chaque année, on prend un an, tout le monde, c'est vrai, là, mais le fait de pouvoir passer d'à peu près 12-13% de population, la proportion de la population qui a plus de 65 ans à 25-26%, nous, on fait ça sur une trentaine d'années. Vous avez fait ça sur presque 80 ans. Donc, nous, on vit un vieillissement accéléré, un baby boom. Et ça a un impact majeur. Vous l'imaginez très bien dans votre propre contexte, vous vivez ça, mais nous, c'est très, très serré, de sorte qu'en ce moment, on a à peu près 17,6% de la population qui a plus de 65 ans. Et on estime que dans une douzaine d'années, ce sera 25%, donc c'est une augmentation rapide. Les médecins chez nous ne sont pas intégrés comme des employés. Donc chez vous, la plupart des médecins ont cette configuration particulière, mais notamment de pouvoir être considérés comme presque des employés des hôpitaux, pour ceux qui y exercent. Chez nous, les médecins ne sont pas intégrés. Ils restent des entrepreneurs libres, autonomes. C'est pas très important ce matin, mais restons là-dessus. On a un nombre de lits beaucoup moins grand que ce que vous avez au niveau des lits de courte durée, donc les lits d'hospitalisation, parce qu'on a misé depuis une vingtaine d'années sur un très important virage de services ambulatoires. Donc, on mise beaucoup sur une organisation de services dans la communauté ou à partir des hôpitaux avec un volet ambulatoire. Et on a misé aussi sur une intégration. Chez nous, les services médico-sociaux sont intégrés. Donc, la santé et le social, c'est sous le même ministère et c'est sous la même responsabilité des organisations. On y revient dans quelques instants. On ne fait pas de déficit. J'imagine que chez vous non plus. Je fais un clin d'œil là, pour ceux qui aiment rire. En fait, on sait qu'il y a des déficits des caisses, mais chez nous, il n'y a pas de déficit. On ne peut plus faire de déficit. On a une situation financière d'État qui est fragile, mais qui est quand même solide. Là. On n'est pas une population qui est à risque de ce côté-là, mais on a une culture de ne plus faire de déficit. Et notre paiement à l'activité n'a pas l'évolution que vous avez chez vous. On le regarde attentivement et on veut progresser là-dessus. C'est une intention ministérielle franche et c'est ça. Mais on a surtout aussi une capacité historique reconnue au Québec comme au Canada, mais au Québec sans doute plus, de faire des changements structurels extrêmement importants, très puissants et qui sont des fois étonnants pour nos collègues de la France. Alors, je vais revenir sur cela dans quelques secondes pour vous dire que
notre organisation de médecine de première ligne, elle est formulée depuis quelques années avec un nombre de médecins d'ailleurs plus faible que ce que vous avez en France, avec des groupes de médecine de famille. Là, je sais que je mets beaucoup de matériel, puis que c'est sans doute étourdissant pour vous, là, mais ce qu'on constate, c'est que l'accessibilité aux services de première ligne, médicale de première ligne, est moins bonne au Québec qu'elle ne l'est en France. C'est pas qu'elle ne veut pas être meilleure, c'est qu'on part d'un peu plus loin. Sans avoir laissé aller, on a permis à un système de ne pas atteindre les objectifs que la société aurait sans doute voulu avoir. Et là, on est en rattrapage et ça va de mieux en mieux. Et on estime qu'à la fin de l'année, on pourrait atteindre une couverture. En fait, c'est ce qui est prévu dans le cadre des lois qui ont été appliquées récemment au cours des 2 dernières années, mais d'avoir, somme toute, que chacun des citoyens a un médecin, au moins 85% d'entre eux, ce qui est un médecin de famille et qui puisse le voir avec une bonne assiduité. En France, vous avez dépassé ça depuis longtemps, de sorte qu'on recourt plus aux urgences chez nous, on recourt plus aux médecins, souvent dans des services de sans rendez-vous. Mais enfin, tout ceci pour vous dire qu'il y a quand même une évolution de ce côté-là. Je souhaiterais vous amener également sur le fait qu'au Canada, on a vécu des transformations importantes au fil des 20-25 dernières années, misant surtout sur la régionalisation. Dans le reste du Canada, l'évolution avait fait en sorte que sur les bases de territoires d'à peu près 3 à 500 000 habitants, on avait créé des régions, donc c'est plus petit que chez vous, là. Vous, c'est déjà plus que 3 millions. Il y a des régions en France qui sont plus populeuses en soi que toute la province du Québec et même que de l'Ontario, qui est la grande province au Canada de 10 millions. Nous, on est à peu près 8 millions au Québec. Alors, on a misé sur des organisations d'à peu près 3 à 500 000. Des fois, c'était plus que ça, là. Moi, j'ai géré une région d'à peu près 1,5 million ici au Québec. Mais la plus grosse étant Toronto à 3 millions, Montréal c'était presque 2 millions, Montérégie 1,5 millions, et là on tombait dans plusieurs centaines de milliers, mais pas d'énormes régions. Alors ça a beaucoup varié d'une province à l'autre, beaucoup de transformations. Vous avez remarqué aussi qu'aux États-Unis, on a été de l'avant avec le Obamacare, qui est pas du tout la même chose, donc des transformations sur la scène nord-américaine. Et au Québec, on a vécu quelques transformations importantes et je vais vous caractériser la dernière que nous vivons. Elle pourrait vous surprendre. Alors, effectivement, il y a 2 ans, puis là, je dis pas ça pour que vous puissiez penser à copier ça, mais alors que chez vous, vous réfléchissez, puis en fait, vous réfléchissez pas, vous venez d'aller de l'avant depuis maintenant, depuis le 1er juillet dernier, si je me souviens bien, avec les groupements hospitaliers territoriaux, qui sont une modalité structurante assez importante, là, puisque vous en avez discuté longtemps du côté français, mais qui laisse quand même un espace d'autonomie relative là, aux établissements et qui ne vient pas jouer sur une responsabilité intégrée sur une base de population. On va revenir là-dessus, là, mais on voit la grosse distinction. Nous, au Québec, on avait vécu avec des régions pendant un certain nombre d'années, pendant une 30-40 d'années. Et nous avons choisi, il y a 2 ans, en fait, le ministre de la Santé, nouvellement arrivé, a choisi de faire une transformation structurelle massive. En 2004, nous avions intégré sous une même autorité, un même établissement, les hôpitaux, les services de première ligne communautaires, les centres locaux de services communautaires, les CLSC, et les centres d'hébergement pour soins, pour les personnes qui ont besoin d'hébergement à longue portée, qu'on appelait CHSLD, soins de longue durée. On avait fait des fusions. Vraiment, là, on avait aboli les conseils d'administration, nommé un seul directeur général pour chacun de ces ensembles-là. Il y en avait d'une centaine au Québec, et près d'une centaine au Québec. On avait donc fait ces territoires-là, qui n'étaient pas des régions, qui étaient des territoires, avec une seule administration, dans le but d'intégrer les services et de faciliter, ce que j'expliquais tantôt, une responsabilité de population, avec des trajectoires de services qui passaient d'une première ligne vers l'hôpital, vers le médico-social ou à l'inverse, peu importe comment on pouvait jouer, mais c'était
C'était des services en continuité que nous voulions offrir. Nous avions pensé à ce moment-là que de faire une fusion était pour être un élément, une fusion administrative était pour être une condition facilitante de cela. Nous avions vécu une douzaine d'années en fait avec ça, avec des résultats qui étaient intéressants, mais qui n'apparaissaient pas suffisants pour le ministre. Nous avions ces systèmes-là qu'on appelait des centres de santé services sociaux à l'intérieur de chacune des quelques 18 régions du Québec. Dans la réalité, c'est plus une quinzaine de régions, là, mais il y a des régions nordiques avec d'immenses territoires et très peu de population, donc une bonne quinzaine de régions. Donc, chacune des régions avait un certain nombre de ces centres de santé services sociaux-là. Ce que vous avez de votre côté, vous avez des départements, vous avez maintenant des communes de communes. Alors, ces communes de communes, ces territoires, nous les avions amalgamés à partir de cette fonction-là intégrée sur le plan administratif. Mais il y a 2 ans, le ministre a décidé de dire, écoutez, moi je trouve que c'est intéressant, là, mais je vais enlever tous ces centres de santé services sociaux-là sur le plan de leur identité juridique et administrative, et je fusionne tout ça à l'échelle de chacune des régions avec une seule administration, un président directeur général, un conseil d'administration, et ça gère tous les services sur une même région, incluant les services à la jeunesse, les services sociaux pour la dépendance, la toxicomanie, les établissements de réadaptation physique, les établissements pour les jeunes également avec des difficultés, les centres de protection de la jeunesse, les hôpitaux, les centres d'hébergement, etc. Tout à l'échelle d'une même région a été fusionné pour être intégré sur une base d'une seule administration. Donc, on se retrouve au Québec avec une évolution qui était quelques 1000 établissements au tournant des années 2000. On était tombé à quelques 180 quelques lorsque, en 2004, on avait créé ces espaces-là à l'échelle des territoires, incluant on gardait les autorités régionales de santé, là, ce que vous appelez vos ARS. Et en 2014, on a fusionné tout ça. Le slogan politique, c'était l'abolition des ARS là, chez nous. Donc, on les a abolis sur le plan de l'entité juridique, mais dans le fond, on a tout fusionné avec l'ARS, c'est ce qu'on a fait. Bon, en même temps, et ça va peut-être vous surprendre, là, mais en même temps, cette même journée-là que les choses se sont passées, le 1er avril, il y a à peine 2 ans, en 2014, on a coupé 25% de tous les postes cadres cette journée-là. On a vraiment réduit beaucoup le nombre de postes cadres et dans les faits, ça s'est vraiment actualisé. Là, je vous explique pas comment on a fait ça. On a aboli 30% des crédits qu'on donnait aux programmes de santé publique qui étaient spécifiques là, pour des enjeux de protection, de promotion, etc. On a également aboli les associations d'établissements, donc ce que vous appelez votre Fédération hospitalière de France et toutes les autres associations d'établissements. Nous, ça a été aboli la même journée au complet, puisqu'on était maintenant regroupés, on n'avait pas cette identité d'établissement, là, on a fait ça. Donc, ça a été plutôt fort, là. Ça a été vu comme la plus grosse réforme structurelle qu'on a connue au Québec, d'envergure, avec le concept que l'intégration administrative des services était pour faciliter l'intégration du paysage clinique et on a réalisé qu'effectivement, ça peut faciliter des choses, mais ça ne le permet pas automatiquement, ça ne le garantit pas. Lorsque nous expliquons ça à vous du côté de la France comme à d'autres qui sont dans le paysage européen, mais restons du côté de la France, c'est vu comme un mouvement extrêmement fort, puissant, pas nécessairement rapatriable, en fait, certainement pas rapatriable. Vous avez un tout autre contexte, d'autant plus que vos régions sont beaucoup trop importantes sur le plan de la volumétrie des populations en cause. Vous êtes beaucoup plus dans un système d'agents régulateurs et d'allocateurs de ressources, puis capable de mobiliser, comme vous le faites aujourd'hui, les différents partenaires pour un grand projet de santé, que dans des ensembles de 300 à 500 000 habitants, ou même beaucoup plus petits que ça. Comme région, bien sûr, parce que nous, on a des régions comme la Gaspésie, certains l'auront entendu, très courue par les visiteurs français,
Alors, ils viennent voir ça, puis ils trouvent ça très beau, mais c'est 100 000 habitants à peine sur un immense territoire. Donc ça, c'est une région en soi, et il y en a quelques autres là-dessus. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que la motivation pour faire ça n'était pas liée uniquement à l'espérance de vie. Vous savez, du côté français, mais québécois aussi, on a à peu près on est les meilleurs au monde avec vous, c'est vous qui êtes les meilleurs au monde, en mortalité évitable, en taux de mortalité évitable. Vous avez des gains substantiels. Vous gagnez, vous ne l'avez peut-être pas calculé, mais vous gagnez à peu près 6 heures par jour depuis 50 ans d'espérance de vie à la naissance, à tous les jours sans arrêt. Donc, ça peut vous surprendre, mais calculez-le, vous allez voir, je ne me trompe pas. Vous avez gagné autour de 12 ans depuis 50 ans d'espérance de vie à la naissance pour les Français de façon générale. Il y a des variations régionales là, du côté de la France comme au Québec, mais nous, on est presque aussi bons que vous. Là, on a monté d'à peu près 5h45 à tous les jours sans arrêt depuis 50 ans. Ce qui nous amène à dire que c'est pas un problème d'espérance de vie, c'est un problème d'organisation de système, de facilitation de parcours de soins, puis de gain en termes de sécurité, de qualité, mais aussi de satisfaction, qui est à la portée des systèmes pour mieux aller de l'avant. Alors, on mise toujours sur cette fameuse responsabilité populationnelle, je vous l'ai décrite tantôt, et si on revient sur l'expérience de la régionalisation à proprement parler, là, je vais vous designer comment nous, on conçoit ça et en quoi on peut se rapprocher l'un et l'autre de nos systèmes sur l'angle de vision de la régionalisation. Quand on regarde pour nous la régionalisation d'un bout à l'autre du Canada, puis probablement la même chose en France, il y a des défis qui sont persistants, là, qui sont liés à la transformation, les démographies, on en a parlé, l'explosion des connaissances, la diversité des acteurs. Regardez autour de la scène que vous avez aujourd'hui, de l'assemblée que vous avez, c'est une grande diversité, et puis on est presque jaloux de voir que vous êtes capable de mobiliser autant de partenaires que ça lorsqu'on regarde votre programmation et votre journée. Et une grande pression sur d'abord les ressources humaines, mais aussi la capacité de payer. C'est une pression qui est forte au Canada, au Québec bien sûr, et en France également. Je vous en ai parlé, là, l'expérience canadienne nous a montré que des réformes peuvent être efficaces sur certains volets, mais ne sont pas suffisantes pour améliorer les parcours de service. On a besoin d'avoir une bonne mobilisation et un engagement des parties prenantes. C'est ce que vous faites aujourd'hui, en tout cas en termes de gestes qui est posé, c'est certainement dans ce sens-là. Et l'importance de partager une vision. Pour nous, la vision, je veux juste insister là-dessus, la vision pour orienter la régionalisation des systèmes de santé efficaces, nonobstant des paysages structurels qui se modifient. On parle souvent du millefeuille français parce que vous avez énormément de structures puis d'acronymes. On ne sait pas comment vous faites pour retenir ça, mais enfin, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent également. Puis il y a des gestes comme les GHT là, qui arrivent, mais au-delà de ça, en termes de régionalisation, ou même, on peut le décliner par commune de communes, donc territorialisation, quelle est la vision qui doit être portée? Ben, c'est celle de passer d'une vision qui est axée sur des ressources ou sur la maladie à une vision qui est centrée sur des résultats d'amélioration de santé, des résultats d'amélioration d'expérience de soins, des résultats d'une meilleure réponse adaptée aux différents besoins des populations et des besoins qui ne sont pas toujours uniquement de services. Là. Ça peut être des besoins communautaires, des besoins de nature d'accompagnement et c'est pas toujours des services spécialisés, on s'en convient bien. Tout ceci avec les notions de finalité triple aim dont je vous parlais tantôt, donc cette question d'objectifs d'amélioration de santé via des processus qui sont, oui, une offre de service, mais également des actions et une programmation de promotion de santé, de prévention des maladies, de protection également, des outils de surveillance de l'état de santé de population, donc un accompagnement de population pour agir sur d'autres déterminants qui ont beaucoup plus de poids sur la santé des populations que les services médicaux purs, même si plus on vieillit, plus les services médicaux, maintenant, on documente bien qu'ils ont un impact, mais il en demeure pas moins qu'il ne faut pas perdre ça de vue. Des objectifs d'amélioration de l'expérience de soins, on en a parlé, et de l'optimisation dans l'utilisation des ressources. Pour nous, une responsabilité populationnelle doit être un principe structurant, ce que vous ne retrouvez pas avec vos GHT. Les GHT qui sont une idée
forte de miser sur une intégration de services et de faciliter, des pôles, etc. Je pense connaître le concept, mais vous êtes certainement tout aussi ou encore plus familier, là, vous êtes de proximité avec ça, mais il en demeure pas moins que c'est très lié à la composante hospitalière. Il faut faire attention à ce risque structurant-là qui est certainement une innovation là, dans votre contexte et qui devrait faciliter des trajectoires de service et des gains en termes d'efficience, mais il faut pas miser uniquement là-dessus puisque c'est une turbine qui peut être très hospitalo-centriste et qui évite de regarder le continuum de service avec la première ligne qui est le pilier de l'organisation du système et toutes les ramifications médico-sociales qui doivent s'y trouver. Donc, il faut rester captif sur une responsabilité de population qui doit trouver son assise au premier plan sur une première ligne efficace, accessible, efficace. Vous aviez un modèle en France très ouvert sur une première ligne avec beaucoup de cabinets de médecins. Il y a une progression remarquable. Je ne sais pas c'est quoi ce qui se passe du côté de votre grande région, mais les maisons de santé prennent beaucoup d'envergure. Au Québec, on avait déjà été sur cela, mais avec des mécanismes d'intégration qui étaient perfectibles entre une première ligne et les services autres, les services d'hospitalisation ou des autres programmes qui sont pas toujours de l'hôpital, services de santé mentale, dans la communauté comme spécialisés, les services de réadaptation physique, de déficience intellectuelle, de toxicomanie, de dépendance, de jeunesse, donc plusieurs services qui devaient s'allier avec une première ligne accessible. Problème chez nous, on en a parlé avec l'accessibilité médicale qui est en voie d'être largement améliorée, mais ces trajectoires de services ne peuvent pas être uniquement configurées à partir d'une plateforme hospitalière, cela va de soi. Alors, donc, une responsabilité de population avec comme notion corollaire une amélioration de la valeur, optimiser la valeur dans nos trajectoires de services, c'est ce qu'on a essayé de faire et ce sur quoi on a passablement réussi à certains égards, mais pas au complet. Ma collègue je vais dire québécoise maintenant ou canadienne, va pouvoir certainement réfléchir avec vous là-dessus. La chose que nous avons toutefois voulu faire et avec relativement de succès pour plusieurs éléments, c'est de ne pas créer des établissements, mais plutôt des réseaux de partenaires. Des partenaires qui peuvent être institutionnels, ça va de soi, des hôpitaux, des centres de première ligne, du médico-social, etc. Et des personnes dans la communauté avec des organismes d'appui qui viennent de la municipalité, de la commune, nous ce qu'on appelle les organismes communautaires. Donc, créer un réseau de partenaires. Et au Québec, on a voulu créer ces réseaux-là à l'échelle des territoires et également à l'échelle des régions. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui. Là. Vous avez plusieurs acteurs qui viennent de la région, mais d'avoir des trajectoires de services sur une base régionale aussi grande, c'est un peu un peu en dehors du cadre de l'action opérante. Il faut que ces actions-là puissent se porter à l'échelle des territoires. Donc, créer des réseaux et gérer en réseau, c'est pas la même chose que gérer dans une hiérarchie de services ou d'un établissement. Un réseau, ça a une complexité un peu plus grande. On a misé sur les réseaux pour faciliter l'intégration des services, la mise en place de toutes sortes d'innovations et de production, d'agir sur les acteurs comme les organisations, puisqu'ils peuvent pas être soumis à une autorité hiérarchique dans un réseau, là, c'est pas la même chose. Accroître la cohérence des différentes décisions des acteurs publics et c'est un lieu aussi pour nous qui est un lieu de plusieurs innovations et de recherche. Mais le fonctionnement en réseau présente des enjeux ou des promesses, mais également des problèmes. Alors, il faut vraiment être prudent quand on dit on va se donner des réseaux. Il faut fonctionner en étant sensible à ces caractéristiques que je vous montre ici, mais dont je ne vous parle pas, mais une efficacité de réseau qui prend d'autres lièvres qu'une efficacité d'installation de services purs, là. Une gouvernance qui doit s'inscrire dans la durée et donc une stabilité dans le temps, et c'est quelque chose qui se construit avec progression. Ça prend du temps, des liens de confiance qui se bâtissent autour d'abord d'une vision qui est partagée, comme vous le faites aujourd'hui,
et qui se tissent à partir des liens de faible intensité. Là, c'est pas un qui est dépendant de l'autre, mais ils doivent travailler ensemble sur quelques projets. Des objectifs qu'on dit SMART, donc qui sont simples, mesurables, atteignables et réalistes dans le temps, avec des liens bien ciblés et des ressources également qui sont suffisantes pour investir dans le changement et générer les productions associées au réseautage. Également, l'autre touche que je me permets, mais ça c'est presque, je suis presque gêné de le dire, mais ça va de soi pour nous. Quand on a mis de l'avant ces espaces de régionalisation et ces réseaux de services-là, on a misé aussi sur les objectifs de la mobilisation requise, ou plutôt de la planification sanitaire, en gardant à l'esprit le cycle des actions dans une planification sanitaire, mais aussi en misant sur des parcours, en fait pas aussi, mais pour miser sur des parcours intégrés et des parcours de soins et de vie de qualité, en mesurant ce que nous faisions, donc en visant des objectifs de services, de santé publique, bien sûr, de services de santé, de services sociaux, mais en ayant des objectifs secondaires liés au partenariat, aux actions de promotion de santé et sur les déterminants sociaux, aux services de première ligne qui doivent être au cœur du système, et c'est les services de première ligne, pour nous, c'est très compris, connu, c'est la base de fonctionnement de notre système. On n'y investit pas assez, on n'a peut-être pas parfaitement articulé nos systèmes en fonction de ça, mais c'est ce qu'on doit entendre et ce que vous voyez sur la diapo. La chose importante, c'est qu'on a choisi chez nous de fonctionner, en tout cas dans l'expérience régionale, pour réaliser ces réseautages-là et ces suivis d'objectifs. On a fonctionné quand on était des régions, là, mais le reste du Canada fonctionne encore à certains égards là-dessus. Puis même dans nos grands centres intégrés, on pourrait dire qu'on fonctionne presque là-dessus, mais cette question de contractualisation, on a misé sur des ententes de gestion entre l'échelle régionale. Par exemple, moi, je gérais une région, je vous le mentionnais tantôt, et avec les 11 centres de santé de services sociaux fusionnés intégrés, on avait des ententes de gestion qui ciblaient des objectifs dans les programmes de santé publique pour améliorer la santé des gens ou des actions de promotion et de services, mais également d'autres objectifs de volumétrie de services, de soins, etc., mais des objectifs également de trajectoire de services. Et un des déterminants clés, c'est pas juste l'entente de gestion, c'est d'être capable d'accompagner cela, de donner de l'information qui permet aux acteurs de se reconnaître dans les parcours de soins sur lesquels ils doivent le plus travailler et qui permettent également de reconnaître leurs réalisations, leurs gains, leurs succès ou encore les variations sur lesquelles ils doivent se poser le plus de questions. En conclusion, puis je pense avoir pris trop de votre temps, je suis vraiment désolé, j'ai pas vu le temps passer, puis plaisir de vous parler même à distance, mais en conclusion, ce que vous faites aujourd'hui, vraiment, je pense que c'est une très belle initiative et on la salue à partir du Québec. Vous le faites dans un contexte où vous avez encore, et pour longtemps, parce que je pense pas que votre système évolue vers des intégrations comme on a fait, ça n'aurait pas de bon sens, mais vous avez encore des autorités régionales qui sont là pour accompagner l'évolution du système de santé par leur fonction de régulation, bien sûr, mais sont pour cet accompagnement en partageant et en générant une vision qui est commune, qui est partageable. C'est pas l'autorité régionale qui doit arriver en disant voici c'est ça la vision. Elle peut en porter une, mais elle doit voir à ce qu'elle soit le mieux possible partagée. Partagée pour qu'il y ait une lecture commune à l'échelle de la région, mais que ça puisse être actionné au niveau de vos communes, de vos territoires, d'une façon à ce qu'on puisse suivre l'évolution, mesurer avec certains indicateurs s'il y a lieu, et on vous invite à avoir ça dans votre progression, des indicateurs de succès autour de ça, de faire en sorte même que ça puisse être contractualisé, c'est ce qu'on a fait avec nos établissements, de miser sur une intégration des partenaires, mais pour une intégration de services, pour des gains de santé, une intégration de services et une bonne prise en charge des populations, et d'être attentif aux jeux d'acteurs qui se présentent là, dans vos grands systèmes avec les GHT,
et etc., qui pourraient progresser. Et, franchement, ce serait une bonne idée vers une responsabilité de population, mais que c'est pas le cas, et ça va être beaucoup plus tributaire de vos propres efforts. Et de souhaiter que vous puissiez aujourd'hui faire les consensus suffisants pour vous plaire dans votre progression, dans votre pays si magnifique et votre région qui, juste à entendre son nom, nous fait vous envier d'être là. Merci beaucoup du Québec avec un peu de froideur aujourd'hui, un petit peu de chaleur aussi. On vous salue. Merci. Bonne rencontre. Merci.